Si on cherche à comprendre l'évolution des sociétés, il faut développer un cadre conceptuel qui va nous permettre de contourner les problèmes qu'on a. Le premier problème étant que la majorité des choses se sont passées dans des situations qu'on ne pouvait pas observer. À ce moment-là, est-ce qu'on est en mesure d'observer quelque chose d'autre qui va nous donner des réponses utiles? Une question importante de ce côté-là, et les gens ont donné des réponses positives ou négatives selon les cas, est-ce que les chasseurs-cueilleurs contemporains nous donnent des indices sur la façon dont les humains archaïques ont vécu? Une réponse que je verrais comme étant dominante en anthropologie, c'est de dire non. Tout simplement parce que les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, c'est les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, même si on retourne au siècle dernier pour lire Rasmussen, ce sont des gens qui sont peut-être très différents culturellement de nos ancêtres extrêmement lointains. Ils sont sûrement très différents au point de vue linguistique. On n'a aucune raison de penser que les gens, il y a 100 000 ans, parlaient de la même façon. Ce seraient des langues qui seraient des familles entièrement différentes, et ainsi de suite. Donc, tout pourrait être différent. Tant qu'on garde l'idée que la culture est un tout, où tout est dans tout et inversement, à ce moment-là, on ne peut pas utiliser d'éléments modernes. Mais si par contre on considère que nous vivons de façon qui est organisée, qui a une rationalité, sans être toujours rationnelle, comme par exemple pour redonner l'exemple de la révolution culturelle en Chine, c'était remarquablement irrationnel, ridicule, dangereux, monstrueux, mais ça avait sa rationalité. On peut comprendre, si on comprend le système, on peut comprendre ce qui se passe. Ce que les gens font, c'est de la même façon, mais ces rationalités-là existent l'une à côté de l'autre. C'est comme des plaques tectoniques qui se touchent, mais pas toujours. À ce moment-là, on est capable de voir des comparaisons qui nous aident. La première chose qu'on peut dire, c'est que dans la mesure où il y a une évolution des sociétés, une des choses qu'on peut noter, c'est que dans l'ensemble, il peut y avoir eu des ressacs. Il y a eu un développement de la complexité. Les groupes peuvent devenir plus gros. Je ne suis pas en train de dire qu'ils doivent le faire, que c'est inéluctable, mais qu'en fait, c'est ça l'histoire de l'humanité. On commence avec un nombre limité de personnes, puis beaucoup plus. Et puis, chaque groupe local devient plus gros, et puis le nombre de règles augmente, etc. Donc, ça nous donne un point de départ. On n'était pas là il y a 1 million d'années, on n'était pas là il y a 100 000 ans, mais on peut dire que logiquement, la première étape qui existe, c'est l'autonomie individuelle. Et c'est justement là encore, je présente l'argument de Woodburn là-dessus. Il dit, ce qui est important chez les chasseurs-cueilleurs contemporains, comme les Hadza qu'il a étudiés, c'est pas qu'ils sont égalitaires. Il y a moins d'inégalités parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'inégalité pour des raisons pour lesquelles nous allons revenir. Mais ce qui est important, c'est qu'ils sont autonomes. Bon, ça c'est une chose. S'il n'y a pas de système, les gens sont autonomes. D'autre part, on sait qu'il existe un système au niveau biologique. Une des caractéristiques importantes des êtres humains, c'est que les enfants humains sont néoténiques. Ils sont absolument incapables de faire quoi que ce soit. Et là, si on regarde nos cousins pas très loin, mettons les antilopes ou les chevaux, on sait très bien que, bon, un cheval est né, la jument le lèche pendant une demi-heure, puis après il se lève, puis il est prêt à partir. Et on comprend très bien pourquoi. Ce sont des animaux qui sont des proies, et s'ils ne peuvent pas marcher, ils vont se faire manger, puis l'espèce n'existera pas. En un certain sens, on peut dire que
les chevaux, les antilopes, les chevreuils naissent presque adultes. Pas vraiment, mais ils ont une brève période. Les êtres humains, c'est l'inverse. Il y a une longue période de dépendance. Et ça va limiter l'autonomie individuelle. C'est évident que les bébés n'auront pas d'autonomie du tout. Ils dépendent de leur mère. Il y a un autre aspect qui est dans la mesure où les mères s'occupent de leurs enfants, ça limite un peu leur mobilité. Mais ayant dit ça, ça n'explique pas la relation entre hommes et femmes. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre transformation biologique qui se fait, qui est extrêmement importante, qui est l'orientation vers ou l'appréciation du sexe, qui se trouve temporaire chez les humains, chez les autres primates dans l'ensemble. Il y a des exceptions comme les bonobos qui sont intéressés au sexe de façon constante. Et il y a d'autres singes pour qui c'est également le cas. Mais dans la majorité de nos ancêtres, on peut s'attendre à ce qu'il y ait eu une situation semblable à ce que justement on voit dans la majorité des primates, c'est-à-dire à un moment donné, les femelles sont en chaleur, les mâles sont attirés, il y a des relations sexuelles, puis ça finit là. Par contre, chez les humains, il y a un intérêt constant pour le sexe et il n'y a aucun signe visible du fait d'être en mesure d'annoncer qu'on peut être enceinte. Et si on a ça en soi, selon la théorie des jeux, si on dit la règle 1 de notre jeu, c'est que les gens aiment le sexe. Ils aiment le sexe tout le temps. Pas la journée, mais ça peut être n'importe quand. La théorie des jeux va choisir une solution pour ce jeu-là, qui est vrai d'ailleurs non seulement chez les chasseurs-cueilleurs, mais qui est vrai chez nous aujourd'hui, c'est que si on veut avoir du sexe, la meilleure chose, c'est d'être en couple. Et ça, les gens qui s'intéressent à la sexologie nous le disent. Ceux qui sont en couple ont plus de relations sexuelles que les autres. C'est une solution très simple au point de vue de la théorie des jeux. Et ça, de ce côté-là, on peut dire que c'est quelque chose qui est universel, même si on n'était pas là. C'est une chose qui est inéluctable, ça correspond aux contraintes qu'on connaît, on sait quelle est la biologie des humains, donc il va se former des couples. Ça ne veut pas dire que les couples vont rester ensemble toute leur vie. Et on sait que ce n'est pas le cas, c'est l'inverse, mais ils vont demeurer ensemble un certain temps. Un autre aspect, c'est que la majorité des primates, avec quelques exceptions assez spectaculaires, comme les orang-outans et les gibbons, sont sociaux. Ils aiment vivre en groupe de plus que 2 personnes. Donc, on a une situation où on a une autonomie individuelle, mais dans un cadre social. Il existe déjà une contradiction, donc, chez les chasseurs-cueilleurs, et les contradictions vont amener des transformations. Si on vit ensemble, c'est parce que c'est intéressant. Il y a aussi un aspect pratique, en ce sens que ce que les humains peuvent digérer est plus limité que ce que d'autres primates peuvent digérer. Donc, ce qui est disponible dans notre environnement est plus limité et ça peut être utile de partager. Mais il faut comprendre comment le partage se fait dans ce cadre-là. Dans les sociétés, ce que Woodburn appelle « immediate return societies », l'échange n'est pas un contrat social au départ. C'est simplement « toi, as-tu un animal ? Et puis, moi, j'en ai pas. Alors, je vais venir t'enquêter. Puis, si tu n'es pas intéressé, je vais... Ben oui, j'aimerais ça. Oui, j'aimerais ça. Puis finalement, après un bout de temps, tu dis, ben merde, c'est peut-être plus simple d'y en donner, j'en ai trop de toute façon. Et c'est ça que Woodburn appelle demand sharing, le partage qui se fait parce que les gens demandent. Ce genre de partage-là n'est pas une négation de l'autonomie individuelle, ça en est une expression. Simplement, je veux quelque chose, c'est là, je le prends. Et ça se fait en l'absence d'un cadre social qui empêcherait de le faire. Et c'est une chose que les chasseurs-cueilleurs vivent d'une certaine façon,
Mais nous, quand on est dans ce cadre-là, si on ne comprend pas la théorie, on est très surpris. Quand je suis allé pour mon premier terrain avec les Inuits, qu'on partait vers le camp de chasse, je savais que j'aime beaucoup les desserts. Puis je me suis dit, il faut que j'ai quelque chose pour l'été. Et au magasin de la baie du Tusson, j'ai acheté une boîte de marmelade qui devait être environ au moins 4 litres ou 5 litres. Je me suis dit, ça, si je mange lentement, j'en ai pour tout l'été. Bon, on était sur la glace. Je me suis dit, il faut quand même que je partage. Hein. Je l'ai ouvert, ça a disparu en 2 jours. Puis moi, j'étais... Bon, je ne pouvais rien dire. À un certain niveau, je comprenais, le partage est là. C'est moi qui ai choisi de le montrer, c'est ça. Mais justement, ça, c'était un bon exemple, justement, du partage qui se fait sur la base d'intérêts individuels. Et dans mon cas, la raison pour laquelle je trouvais ça désagréable, je me disais, c'est moi qui ai payé pour ça, puis j'avais l'attente que ça me serve pour un été. Mais, justement, chez un chasseur-cueilleur, il n'y a pas ça. C'est simplement, les choses sont là, on vit au jour le jour. Et ça explique des tas de choses qu'on a fait, comme par exemple, quand je disais à la fin de la première été, du premier été, on est parti, puis on a dû se cacher derrière une île parce qu'il y avait une tempête. La chose que moi j'aurais fait, c'est qu'on avait une carcasse de phoque, puis je l'aurais gardée, moi on l'aurait mangé peu à peu, mais eux, ils s'embêtaient, alors il y avait des goélands qui venaient, ils le coupaient, puis je jetais ça parce qu'ils aimaient voir les goélands le prendre, alors finalement on n'avait rien à manger pour 48 heures. Mais ça avait beaucoup de bon sens de leur point de vue, mais je ne le comprenais pas à ce moment-là. Mais quand j'ai commencé à écrire mon livre sur l'évolution des sociétés, après 25 ans de ne pas avoir pensé aux Inuits, tout d'un coup, je me suis dit, ben oui, c'était pour ça qu'ils faisaient ça. C'est pour ça que ça avait du bon sens, puis ainsi de suite. Mais donc, dans un sens pratique, ça voulait dire ce que les gens ont vu, puis là, dans ce cas-là, c'est évident que je me base sur des gens qui ont fait des terrains plus solides sur les Inuits ou sur les Hadza ou les Bushmen ou n'importe qui, ça nous donne des réponses. Ça ne veut pas dire que les humains archaïques étaient comme les Inuits ou comme les Hadza, etc., mais il y a certains éléments à un niveau théorique qui était commun. Ces éléments-là sont importants. Donc, première étape, l'autonomie qui se fait dans un cadre social, c'est qu'on va s'embêter l'un l'autre. « Ah, tu as une très belle lance. » Je la prends. Ainsi de suite. Ça, en soi, bon, ça marche, parce que ça permet, en somme, aux choses d'être distribuées, mais c'est distribué d'une façon qui peut être un peu frustrante. Alors, il y a une première création qui se fait, qui limite l'autonomie, c'est la réciprocité généralisée. La réciprocité généralisée, c'est exactement la même chose que l'échange qui se fait parce que quelqu'un en fait la demande, mais il y a un élément additionnel qui est un élément moral, qui est celui-ci. Tu as quelque chose, moi je ne l'ai pas, tu es une personne morale si tu m'en donnes. Et il y a un corollaire à ça, c'est que si tu me le donnes, tu es une bonne personne. Donc à ce moment-là, tu m'as donné une partie de ton animal, tu aurais peut-être préféré le manger tout d'un coup, mais au moins tu peux dire « je suis une bonne personne ». Donc là, de ce côté-là, il y a une intégration qui se fait, une internalisation de l'échange qui lui donne une nouvelle forme. C'est moral d'échanger. Et ça peut continuer pendant très longtemps, et c'est justement ce qui a continué pendant très longtemps, mais même à ça, il n'y a jamais de situation qui est tout à fait satisfaisante. Parce qu'il y a des gens qui sont les meilleurs chasseurs, d'autres qui sont moins bons. Et là aussi, justement, après 25 ans, je me suis rendu compte pourquoi j'ai passé mon été avec une famille seulement. C'est qu'ils avaient organisé les choses pour que ça soit comme ça. C'est que ces deux hommes-là étaient des chasseurs exceptionnels. Les Inuits sont des chasseurs exceptionnels, mais eux, ils étaient exceptionnels parmi les Inuits. C'était simplement... Avec une 22, ils pouvaient tuer un animal à 300 mètres. Des trucs comme ça, ils étaient extrêmement bons. Et puis, j'ai compris par la suite qu'ils en avaient marre
d'avoir des pique-assiettes autour d'eux. Ils étaient contents d'être seuls. Donc ça, c'est une des solutions. Mais c'est évident que c'est une solution ad hoc. Il peut y exister des solutions plus originales. Par exemple, Balixi nous parlait du partage qui se faisait chez les Netsilik, où, à la naissance, une mère établissait entre son fils et d'autres garçons des liens, qui disaient que lui et lui, ils s'échangeront cette partie du phoque, et ainsi de suite. Il y avait une géographie du phoque qui établissait des partenaires préférés. Bon, ça c'est un exemple qui est très restreint, qui n'existe pas chez la majorité des Inuits. On peut y réagir en disant, bon, c'est un fait culturel intéressant, c'est évident que les gens font des tas de choses. Alors, voilà une idée bizarre, mais amusante, mais sans signification. Mais quand on le met dans le cadre de mon étude, on voit la signification. Dans ce cas-là, ça a été une tentative de solution pour essayer de mettre à distance les pique-assiettes. S'il existe un système où je peux dire « Ah, j'aimerais bien t'aider, mais je dois donner à telle personne, surtout il n'est pas là », ça donne une excuse. Donc ça permet de jouer avec les échanges pour les restreindre. On ne sera pas surpris que l'exemple des Netsilik ne soit pas très commun parce que c'est un système un peu compliqué. Il y a dû avoir des centaines de systèmes comme ça, des centaines de tentatives qui ont existé. On ne découvrira jamais ce qu'elles sont parce que justement, on n'était pas là. Donc ça, c'est la faiblesse dans la description de l'évolution des sociétés. Il y a des tas de choses qui sont faites ad hoc, qui seraient très intéressantes, on ne le sait pas, mais on comprend la trame générale. Ce qui s'est passé après, et ça c'est l'élément de l'histoire des sociétés qui est le plus important de tout, et c'est pour ça que l'article de Woodburn devrait être une lecture obligée par tous les anthropologues qu'ils soient, tous les sociologues, toutes les sciences humaines, c'est la transition qui se fait entre la réciprocité généralisée et la réciprocité comptabilisée. Vous remarquez que j'utilise le terme comptabilisé, c'est surtout en anglais, parce que j'ai écrit mon livre en anglais, le terme classique en anglais, c'est balanced reciprocity. Excusez-moi, ça c'est rien. En anglais, le terme même me semble un problème, parce que c'est dit tout de suite balance, c'est équilibré. Tandis qu'en français, le terme réciprocité restreinte est beaucoup plus correct. Ça dit simplement, il y a des échanges, mais ils ne se font pas n'importe comment. Mais je vais aller plus loin en disant que les gens évaluent, sont tous des comptables. Nous sommes tous des comptables qui évaluons ce qui se passe. Et cette révolution du mouvement de la réciprocité généralisée à comptabiliser est la grande révolution de l'humanité, tout le reste suit. Et ça se fait de façon rapide. Si vous y pensez, je ne peux pas vous le démontrer, il faudra que vous jouiez avec les notions, il faut que ça se fasse de façon soudaine. Il n'est pas possible de passer en catimini de l'un à l'autre. Il est possible de le faire d'un domaine à l'autre. Comme par exemple, quand on regarde un exemple de chasseurs-cueilleurs contemporains. Je ne les donne pas comme exemple de ce qui s'est passé dans le passé, mais juste de la logique. Les Penanes, qui vivaient près du village où j'étais, étaient des chasseurs-cueilleurs qui avaient donné beaucoup d'importance à l'autonomie individuelle, le partage se faisait de façon généralisée, etc. Mais il existait une exception. C'est que ces chasseurs-cueilleurs étaient également des collecteurs de produits de la jungle qui avaient une grande valeur dans les plus grandes sociétés. Ils allaient trouver des pierres de bézoar, etc. La jungle est riche, etc. Et ils se faisaient payer pour ça. Puis là, ils achetaient quelque chose. Puis ils achetaient des carabines, des radios, n'importe quoi. Ça, c'était un système
séparés. C'est un secteur économique où, parce que c'était leur travail, ils bénéficiaient de leur travail. So, dans ce cas-là, il est très possible de faire ça. En Australie, qui est un système que les chasseurs-cueilleurs, que les anthropologues avaient décrit au 19e siècle comme étant le plus primitif possible, justement, l'ouvrage d'Alain Testard sur le communisme primitif nous montre exactement l'inverse. Et c'est là que Testard a fait une analyse de l'Australie qui est extrêmement brillante. C'est déjà, ce sont des chasseurs-cueilleurs plus complexes que les autres. Et la raison pour laquelle ils sont plus complexes que les autres, c'est que ils ont établi un secteur économique séparé qui est celui des femmes. Les femmes sont échangées selon une réciprocité restreinte et strictement, et ça c'est mon mot, comptabilisé. Donc on a deux secteurs. En tant que chasseurs-cueilleurs, ils se divisent les kangourous ou n'importe quoi de la même façon que les autres. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont d'abord fait un changement fondamental de dire la formation de couple cesse d'être le résultat de deux autonomies qui se rencontrent, mais plutôt d'une décision de groupe. Un autre changement qu'ils ont fait, et tous ces changements-là existent en système, c'est de dire une femme, c'est pas un individu, c'est l'exemple d'une catégorie. Donc on peut échanger des choses qui sont semblables. Parce que ça n'a aucun bon sens autrement d'imaginer un échange de femmes. Alors, de ce côté-là, il y a toute une série de changements qui se font. Et la valeur de l'ouvrage, c'est de démontrer que cet aspect-là, on peut dire, oui, d'accord, les femmes sont échangées entre groupes d'une certaine façon, c'est différent, mais est-ce que ça change le reste de la vie des aborigènes d'Australie? Et la réponse est oui, ça change absolument tout. Les religions sont d'un autre ordre, totalement, les relations politiques, les relations entre les âges, etc. Tout est changé à cause de ça. La révolution a déjà eu lieu. Ça, c'est un exemple en ce qui concerne les négociations maritales. Une autre approche qui est plus commune, c'est tout simplement de dire et de développer ce qui est révolutionnaire, de dire si quelqu'un produit quelque chose, y compris la chasse, c'est une forme de production, cette personne-là peut bénéficier du produit de son travail. Bon, c'est ça qui est au cœur de la réciprocité comptabilisée, de ce que Woodburn appelle Delayed Return Societies. Avec cet élément-là, on peut déduire tous les autres. Il y a une transformation profonde de toute la société parce que si on a cette règle-là et si on l'applique, il faut faire une série d'autres choses. Il y a une transformation de l'unité domestique. Il existe des unités domestiques dans toutes les sociétés. Si on a des couples, les couples ont des enfants, on a des unités domestiques. Puis il y a d'autres gens qui arrivent, qui vont rester avec nous sous la même tente, et ainsi de suite. Bon. Mais, dans la mesure où on a une réciprocité généralisée, ça ne veut pas dire qu'on va manger dans cette unité domestique-là. L'unité domestique, à ce moment-là, est une unité de reproduction. Ce n'est pas une unité de production, ce n'est pas une unité de consommation. Mais si il existe une réciprocité comptabilisée, il est nécessaire que l'unité domestique change son existence et devienne une corporation économique. Pourquoi? Pour la simple raison que les enfants n'ont aucune utilité. Ils sont trop petits pour produire quoi que ce soit. Les gens âgés cessent d'être aussi utiles. On ne les tue pas. Alors à ce moment-là, il faut qu'il existe un cadre où la réciprocité généralisée est garantie. C'est à l'intérieur de l'unité domestique. Et cette unité domestique a des frontières absolument closes
qui disent que, bon, à l'intérieur, on va se partager ce qu'on a, mais à l'extérieur, c'est pas pour vous. Et je vais vous donner l'exemple, justement, d'un de mes voisins immédiats. Une année, la deuxième année où j'étais là, il y a eu un problème vraiment sérieux. Il avait mis la plus grande partie de sa moisson dans une grange, puis elle a brûlé. Il a perdu le travail de son année. Sa sœur, qui faisait partie d'une autre unité domestique, avait eu une moisson, une de ces moissons que tous les cultivateurs veulent avoir, une moisson explosive. Puis, ils s'entendaient très bien tous les deux. Vraiment beaucoup d'affection entre les deux et leurs partenaires s'entendaient très bien, etc. La solution semblait évidente. C'est que la sœur qui avait beaucoup de riz allait le partager avec son frère. C'est ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait sur la base de la réciprocité comptabilisée. C'est-à-dire qu'ils ont calculé la quantité de riz que mon voisin recevait et il y avait un contrat d'établi qui garantissait que lui devait rembourser entièrement quand il pourrait le faire. Et non seulement ça, il était obligé de donner des grandes jarres chinoises anciennes à sa sœur comme sûreté pour le jour. Et je pense qu'au point de vue de leur affection, ils n'auraient pas demandé ça. Mais celui qui le demandait, c'était le riz. S'ils n'avaient pas fait ça, le riz aurait été offusqué. Puis il aurait quitté au bavard. Il fallait le faire. Donc, là, on a un bon exemple de ce qui se passe, même entre des gens qui s'aiment beaucoup. Ils sont d'unités domestiques différentes. Il faut utiliser la réciprocité comptabilisée. C'est ça qui est le principe. La façon dont ça va s'appliquer est immensément variable. Et c'est pour ça que justement les anthropologues qui étudiaient les sociétés intermédiaires, ceux qui étaient ni chasseurs-cueilleurs, ni les sociétés étatiques, se sont dans l'ensemble limités à faire des ethnographies parce que ça semblait impossible d'expliquer ce qui se passe. En un certain sens, tout ce qu'on peut imaginer existe. Mais, dans le cadre que je présente, je peux offrir une explication. Et c'est pour ça que je l'ai appelé mon livre Social Evolution. Et après, dans le sous-titre, je mentionne Middle Range Societies, ces sociétés intermédiaires. Ce qui se passe, c'est qu'avec le développement de cette nouvelle économie, il devient possible de faire de la complexification. C'est-à-dire que si je possède ce que j'ai produit, à ce moment-là, je peux planifier à long terme. Et c'est pour ça que Woodburn utilise le terme « Delayed Return Society ». Je peux faire de la planification à long terme. Un exemple évident, c'est par exemple, si je parle des deux personnes que je mentionnais il y a un moment donné, celui qui avait perdu sa moisson devait la rembourser. Mais si on regarde ce genre d'échange-là, il serait impossible conceptuellement de l'avoir chez un groupe de chasseurs-cueilleurs, parce que le groupe, c'est un groupe accidentel. Mon voisin est là aujourd'hui, il est parti demain. Si j'ai un contrat avec quelqu'un à longue échéance, mais il faut qu'il soit là quand ils vont me repayer. Donc la nature du groupe va devoir changer. Il va falloir garantir que si j'ai offert quelque chose à long terme, il faut que ça me revienne à long terme, il faut que les gens soient là. Alors à ce moment-là, on crée une nouvelle unité du groupe et les groupes commencent à exister socialement. En somme, ce qu'on a chez les chasseurs-cueilleurs, c'est des gens qui sont ensemble parce qu'ils sont rassemblés à cause de leurs choix individuels. C'est évident que dans ces choix-là, il y a des obligations. Les enfants suivent leurs parents, etc. En parlant des adultes, chacun peut choisir de rester, de partir, etc. À Pond Inlet, je connaissais des gens qui décidaient un jour de partir à Igloolik. C'est loin, Igloolik. Mais c'était comme ça. Bon, alors à ce moment-là, on peut créer toutes sortes de choses. Avec un cadre théorique que j'avais développé, j'étais maintenant en mesure de
me poser des questions sur les sociétés intermédiaires qui allaient au-delà simplement de l'ethnographie, de voir comment est-ce qu'on pouvait faire des comparaisons entre elles et voir quelles sont les différentes inventions sociales qui ont été faites pour produire différentes formes de complexification. Et justement, dans mon livre, je passe à une série d'exemples que je ne développerai pas ici, des sociétés qui, justement, utilisent la réciprocité comptabilisée, mais qui le font de façon, comment dirais-je, très discrète, qui espèrent garder une forme d'égalité, et d'autres qui, par contre, commencent à construire sur cette pierre de base un processus de différenciation qui finalement permet de contrôler de plus en plus d'individus, de réduire les choix des individus. Et c'est justement pour ça que, par exemple, je mentionnais auparavant que les relations hommes-femmes sont très importantes. Ça a été une arène où justement certaines formes d'exploitation se sont développées. Si on considère les sociétés des hautes terres de la Nouvelle-Guinée, justement, l'idée, c'est de redéfinir les femmes comme des productrices qu'on doit donc contrôler, et on doit contrôler leurs enfants pour pouvoir former des groupes patrilinéaires ou au moins patrilocaux, et ainsi de suite. D'autres endroits auront choisi d'autres possibilités. Et ce qu'on a dans les sociétés intermédiaires, c'est une chose qui a été décrite en biologie, c'est-à-dire qu'à certaines époques, il y a eu des explosions de diversité, où toutes sortes de systèmes, de modèles anatomiques sont apparus. Par exemple, dans les Burgess Shale, des choses absolument fascinantes. C'est simplement, il y a un nouveau modèle qui est dans ce cas-là pour la biologie multicellulaire, les choses explosent, puis après, on va dans toutes sortes de directions. La même chose s'est passée dans l'évolution sociale. Donc, dans les sociétés intermédiaires, ce que j'ai choisi de faire dans mon livre, c'était quelque chose de plus simple. Plutôt que de montrer tout ce qui pouvait exister, j'ai choisi de montrer des modèles que j'ai organisés en complexité et inégalité croissante. Et en soulignant que ma présentation est là pour produire des outils. Là encore, je pense qu'il n'y a aucune inéluctabilité en un certain sens, mais ça s'est passé comme ça et on peut le décrire. Et alors, le processus en est un où, au départ, s'il y a un désir de créer une marginalisation, cette marginalisation va être créée au niveau de l'unité domestique. Elle va se faire d'abord entre adultes et enfants, elle va se faire entre le couple âgé et le gendre, mettons, ça je pense à l'Amazone, ou ainsi de suite. Après un certain temps, s'il y a un désir d'augmenter l'inégalité, on peut faire comme les groupes du Nord-Ouest, Kwakioto, Bellacoola, etc. Dans ce cas-là, ils ont produit des unités domestiques énormes, 50, 100 personnes, les Nomaima, à l'intérieur desquelles il y avait une différenciation et où on exploite les gens qui nous sont apparentés. Mais finalement, le mode le plus efficace pour exploiter d'autres personnes, c'est de créer des différences qui vont être héréditaires. Et c'est pour ça qu'on voit l'émergence de la stratification, et c'est pour ça que la stratification arrive comme un des outils qui, à certaines étapes, peut aider des individus qui cherchent à dominer les autres à le faire de façon plus stable. Et quand on a ça, on a place à d'autres transformations. Il devient possible à ce moment-là d'essayer d'établir des groupes qui sont encore plus grands. Alors on voit les premières chefferies, où justement à ce moment-là, il y a des individus qui se disent « je suis en mesure de contrôler non seulement mon village, mais plusieurs villages ». Et ils le font
Mais comme c'est un processus qui est parasitique, les chefferies existent, disparaissent. Ça, on le voit plus facilement si on regarde l'ancienne littérature au début du colonialisme, parce qu'évidemment, le colonialisme a eu un effet. C'est quand les pouvoirs coloniaux sont arrivés à un endroit où il y avait des chefferies, ils ont dit « Ah, c'est excellent ça! Ça nous permet de contrôler les gens. » Et ça a donné une stabilité qui n'existait pas auparavant. Donc, s'il y avait un groupe qui voulait se rebeller, c'était les colonialistes qui arrivaient et disaient « Non, ben, on va vous tuer si vous faites ça. » Alors, à ce moment-là, le chef devenait vraiment héréditaire. La même chose se passe dans le développement de l'État. L'apparence de l'État n'est pas une transition particulièrement importante quand elle apparaît. C'est simple, les États apparaissent, mais les États sont aussi parasitiques. De ce côté-là, les États de l'Asie du Sud-Est sont très intéressants, pas parce il y a quelque chose de spécial à l'Asie du Sud-Est, mais simplement parce qu'ils sont tellement récents. Les premiers États sont apparus il y a moins de 2000 ans. Le premier État, d'ailleurs, le premier État hindouisé se trouvait à Bornéo. Et puis après, ça a été plus au nord. Et là, on a des renseignements et on voit les États, quand ils durent 20 ans, ils sont chanceux. Il y en a certains qui ont duré plus longtemps, mais des États majeurs comme Majapahit, mais là, on parle d'empire. Je pense que ça a duré 100 ans. Puis, pouf, ça disparaît. Et là, on s'aperçoit que, justement, notre notion de l'État correspond à des États d'un genre très, très particulier et qui est un développement extrêmement récent. Alors ça, c'est je dirais, la trajectoire de l'évolution. Là, après coup, ayant fait ça, il a fallu que je revienne à des questions théoriques pour qu'on puisse continuer. Ce que j'ai écrit, c'est simplement une ébauche de la description de l'évolution des sociétés. Il faut avoir des concepts qui nous permettent d'aller plus loin. Et justement, quand j'ai écrit mon livre, j'ai laissé de côté pendant très longtemps la question de l'économie. Parce que tout simplement, ça, je parle de l'écriture, je pouvais écrire ce dont je parlais sans parler de contrôle économique. Et ce que je découvre, c'est que justement, dans le processus évolutionnaire, l'apparence de l'économie comme secteur indépendant et fondamental, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus tard. Et ce qui se passe avant, c'est le contrôle de personnes par d'autres personnes. Et l'exploitation existe déjà dans des systèmes où il n'y a aucun contrôle sur les moyens de production. Pour prendre mon exemple préféré, qui est évidemment celui des Kayanes, les chefs Kayanes reçoivent des corvées non pas parce qu'ils contrôlent le territoire, ils n'ont aucun contrôle sur les ressources naturelles. Leur contrôle est entièrement, uniquement politique. Évidemment, il est aidé par la religion, exactement, mais les bases sont d'ordre politique. Mais ça a des conséquences, parce que ça veut dire qu'il peut exister un système exploitatif, où il y a de l'exploitation dans le sens marxiste, sans qu'il y ait contrôle des moyens de production. S'il y a exploitation, et étant donné notre point de départ, qui est que les êtres humains savent ce qui se passe dans leur vie, au moins en partie, cette exploitation-là, les gens la connaissent, la reconnaissent, donc il y a une conscience de l'exploitation. Quand on a ça, on peut parler de classe. Donc, il faut avoir une nouvelle définition des classes sociales qui ne passe pas par la notion de mode de production. Il est suffisant pour avoir des classes qui aient un système, il faut que ce soit systémique, d'exploitation, et que ce système d'exploitation existe de telle façon que les exploiteurs et les exploités sont des individus différents. Et à ce moment-là, je n'ai pas encore parlé de mode de production. D'ailleurs, quand j'écrivais mon livre, je savais qu'un jour, il fallait que j'écrive quelque chose sur la notion de mode de production, puis je l'avais laissé, mes idées ne sont pas claires. Et quand je suis arrivé à la section sur le mode de production, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais?
J'ai toujours pas plus d'idées, j'ai pas de solution. En temps normal, je prends une grande marche, puis le problème se résout. Celui-là, il s'était pas résolu. Alors je me suis dit, je vais me baser sur l'idée que mon ouvrage est cohérent. Je vais prendre ce que j'ai dit, puis je vais continuer, je vais écrire sur la notion de mode de production à partir de ce que j'ai écrit jusqu'ici. Puis j'ai commencé à écrire un texte qui m'a grandement surpris. En somme, comme je l'écrivais, je me dis, c'est pas possible ça. Et je continue à l'écrire, mais c'est pas possible ça. Et la réponse, c'est tout simplement ceci, c'est que la notion de mode de production ne peut pas être universelle. Il n'y a pas de mode de production dans toutes les sociétés. On doit parler de mode de production capitaliste dans notre société, le mode de production féodal, et je pense qu'on pourrait étendre ça à certaines autres sociétés, mais le mode de production lignagé, il ne se tient pas. Le mode de production primitif, il ne se tient pas. Le mode de production domestique de Salins, c'est ridicule, tout simplement. Ce n'est même pas construit comme la notion de mode de production. Le mode de production asiatique qui a été utilisé dans le marxisme pour insulter d'autres marxistes ne veut rien dire. Et en somme, ce qui se passe, c'est que la notion de mode de production devient une notion utile dans certains contextes, mais pas ailleurs. Et ça répond à une des questions que j'avais eues auparavant. J'avais commencé avec le marxisme. Peut-être que le marxisme va me donner les réponses que je cherche pour comprendre l'évolution des sociétés. La réponse est non. Le marxisme n'est pas en mesure de le faire, mais il répond à d'autres questions. À mon point de vue, Capital de Marx est un des livres les plus extraordinaires qui a été écrit dans les sciences humaines. C'est brillant, c'est très bien écrit, puis c'est parfois amusant même. Et à ce moment-là, ça crée un cadre différent. Et ce que j'aimerais, et ce sera peut-être ça notre conclusion, c'est qu'un jour, les gens reconnaissent que le cadre que je vous ai offert peut être utile pour repenser toutes sortes d'aspects de l'anthropologie. Je me rends très bien compte que c'est peu plausible en ce moment, parce que ce qui est dominant en anthropologie, c'est le postmodernisme. Et le postmodernisme, c'est simplement une approche qui dit « rien ne veut rien dire, mais je vais continuer de parler ». Comme vous pouvez comprendre, je ne suis pas un adepte du postmodernisme, mais il est dominant. Il était certainement très dominant dans mon département en anthropologie. Et quand Bruce Trigger est mort, j'avais plus personne avec qui parler. Même pas les archéologues, parce que eux, ils considéraient qu'en étudiant l'évolution des sociétés, j'allais dans leur plate-bande, que ça appartenait à l'archéologie, l'évolution des sociétés, pas à un anthropologue. Donc, ils lisaient même pas le livre. Alors, c'est comme ça que ça s'est conclu. Et je pense qu'on peut conclure de cette façon-là, ici. Il y aura peut-être une autre étape plus tard, on verra. De mon vivant, ça serait préférable.